Bonjour, marhaba bikoum. Veuillez vous installer s'il vous plaît. On va commencer dans une minute les travaux de ce deuxième panel de la deuxième journée du forum du Tunisian Investment Forum dans sa 20e édition. Alors j'attends que tout le monde prenne place s'il vous plaît. Merci. On va commencer les travaux de ce panel. Alors ce deuxième panel du TIF, Tunis Investment Forum, sera axé sur la compétitivité, l'innovation et des témoignages qui suivront sur donc, des réussites tunisiennes. Pour cela, nous avons la présidente de la session qui n'est autre que Madame la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Madame Neila Gounji Nwira, donc que nous applaudissons d'avoir rehaussé par sa présence cet événement. Alors cette thématique-là sera débattue dans le cadre d'un panel qui sera agrémenté par des témoignages de sociétés qui vous seront présentés tout de suite après. Mais au préalable, je voudrais attirer l'attention et saluer également Madame Lamia Fourati, qui est donc représentante de Tunisian Automotive Association et directrice stratégie du fleuron de l'industrie tunisienne, donc OneTech. Madame Fourati, on l'applaudit s'il vous plaît. Un bailleur de fonds parmi nous, et non des moindres, donc Siezid Sefir, directeur pays de l'AFD, l'Agence française de développement. Applaudissements, merci. Siwelid Ruiz, également Actia, une société en plein essor, beaucoup de recherche et de développement. Donc j'invite tous les participants à applaudir Siwelid Ruiz, Actia. Et bien sûr, c'était un peu la star de la semaine dernière, Inebtriki Cumulus, la start-up Cumulus. Alors, ce panel a été décidé donc pour parler du changement de paradigme de l'investissement en Tunisie. Donc, depuis quelques années, depuis la Covid déjà, le changement, la transformation digitale, la guerre en Ukraine, donc entre les Russes et les Ukrainiens, ont fait que les chaînes de valeur sont en train de changer. Des réponses de plus en plus importantes se font attendre de la part des donneurs d'ordre. On n'est plus dans la logique d'investissement classique basée sur la proximité, basée sur la main-d'œuvre, je dirais, pas chère. On est donc en concurrence avec des sites de production qui sont de plus en plus donc, impliqués dans la recherche et le développement, dans l'innovation et surtout dans la rapidité d'exécution. Autour de ces thématiques, on va débattre durant ce panel-là. Et ma première donc, question s'adresse à Madame la ministre. Qu'est-ce que le gouvernement a préparé pour l'attractivité de l'investissement en se basant sur l'innovation pour plus de compétitivité? À vous la parole. Merci. C'est réellement un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et avant de commencer, en tant que Tunisienne, maman, je sais combien il est important quand on a un enfant, une fille ou un garçon qui réussit son bac, de lui dire Mabrouk. Et je sais que dans cette salle, beaucoup de nos collègues ont leurs enfants qui viennent d'avoir le bac. Je ne sais pas, ça a été hier aujourd'hui. Donc je leur dis Kol Mabrouk. Et pour dire que ça, je fais cette entrée en matière, mais au tout début, si Enis, on avait convenu que ce panel aurait une autre vocation. C'est la vocation d'avoir aussi des témoignages. Certainement. Et si tu permets, je voudrais que aussi on présente les start-up et les grandes entreprises qui viennent témoigner. Alors, vous me brûlez le conducteur parce que je voulais commencer avec vous et juste après, donc, faire passer. Allez-y, allez-y. Donc, non, c'est vous qui allez le présenter. C'est moi qui vais le faire. Alors, justement, alors avant peut-être de saluer les témoignages, je voudrais saluer également Samir Saïd, ministre de l'Investissement et de la Planification, qui est parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ses hôtes. Donc, si Mohamed El-Khir, donc ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, qui a bien voulu être parmi nous aujourd'hui. Et bien évidemment, on va saluer donc les témoignages qui, bien évidemment, donc, se produiront tout à l'heure pour agrémenter ce panel. Alors, je commencerai par Zied Giga Waliskar. Voilà, il est là, Zied. Également, Ayatollah Hlayem, Agriland.
Il est où? Il est là, voilà, il arrive. Bah, venez devant, hein, sinon on va essayer de perdre un peu de temps. Hein, donc, merci. Simelek Atallah, donc CEO de What Now. Si Chokri Fitouri, également, donc CEO de PM Elcom. Et si Abdelrahman Chtourou, donc Mako Confection également. Voilà, Madame la Ministre, je pense que tout est en ordre maintenant. Merci, à vous la parole. Je reprends la parole. Donc, d'abord, permettez-moi de remercier Si Semir, Si Abdelbasset et à travers ces deux personnes, toutes les équipes du ministère et de FIPA qui ont réellement œuvré dans ces moments très particuliers dont passe la Tunisie et dont passe le monde pour de nouveau renouer avec un forum qui nous est tous cher. Le TIF, le Forum de l'investissement, et pour cela, réellement, un grand merci. Je voudrais également vous remercier tous pour avoir répondu à cet appel. Il est vrai que c'est très important pour nous aujourd'hui que la Tunisie reprenne sa position. La position qu'elle a toujours eue, d'une position ouverte, d'un pays résilient, d'un pays de tout le temps qui a été ouvert sur l'international. Et quand on dit international, on dit aussi partenariat. Mais aujourd'hui, nous le voulons un partenariat gagnant-gagnant à travers des entreprises tunisiennes, des entreprises partenaires de tous bords, et on l'a vu hier à travers les awards. La Tunisie est une terre d'accueil. Elle est d'accueil non seulement au niveau culturel, mais réellement au niveau de l'investissement. Et c'est autour de ça que j'essaierai de répondre à votre question, mais également de dire que depuis 50 ans déjà, que la Tunisie, à travers la loi 72, s'est mise sur la voie de l'ouverture, du partenariat, de l'attrait de l'investissement. Le nombre d'entreprises que nous avons aujourd'hui est un grand témoin. Le TIF, à lui seul, a 20 ans. C'est en fait sa 20e édition. Cela veut dire qu'on a suffisamment de recul en 50 ans et en 20 ans de forum de faire de la rétrospective, mais aussi de faire de la prospective. Et je pense, ensemble, c'est ce qu'on est en train, au quotidien, au niveau du gouvernement, hein, et si Semir et si Mohamed en sont là pour témoigner, c'est au quotidien, partant d'une rétrospective et nous positionnons d'une prospective que nous voulons gagnante pour tout le monde. Et d'ailleurs, notre stratégie industrielle que nous aurons l'occasion de présenter à l'horizon 2035 dans les prochains jours en témoigne justement de la place aussi importante qu'est la compétitivité, qu'est l'innovation et qu'est le développement technologique. Je pense aujourd'hui, on est tous d'accord que la compétitivité, nous la recherchons en hors prix. Nous la recherchons à travers les innovations au quotidien. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure de certains chiffres qui sont réellement révélateurs de nos entreprises qui innovent, de nos secteurs qui, du traditionnel au plus technologique, innovent aujourd'hui. Et je pense, à travers les témoignages, on aura justement, on touchera du doigt comment cela est possible. Également, nous avons misé à travers tout ce processus sur le développement d'une infrastructure industrielle et technologique qui soit à même de pouvoir permettre aux entreprises, qu'elles soient tunisiennes ou partenaires étrangers, de pouvoir profiter de cette infrastructure pour pouvoir justement développer leurs projets. Une infrastructure liée à l'innovation, mais également liée à la formation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit académique. Et donc, c'est un processus sur lequel aujourd'hui nous travaillons en continu pour davantage répondre aux besoins de l'entreprise pour qu'elle puisse avoir le meilleur talent, la meilleure formation possible. Et si aujourd'hui nous posons dans la salle une question, pourquoi les entreprises, et peut-être les collègues en témoigneront tout à l'heure, pourquoi des entreprises ont pu percer en Tunisie, des entreprises de renommée? Et si nous voyons le nombre des extensions, cela prouve. Elles font de l'extension parce qu'elles sont gagnantes en Tunisie. Eh bien, c'est d'abord le facteur humain. Et c'est très important. Et donc, nous continuons à travailler sur cet axe-là. Le deuxième élément, c'est comment
renforcer davantage la liaison entre la recherche et l'entreprise, la recherche et le développement. Nous avons enclenché depuis plus d'une dizaine d'années un processus de développement de technoparcs et de centres technologiques, de centres de ressources technologiques, mais c'est l'axe sur lequel également nous nous engageons pour davantage renforcer cette collaboration, parce que c'est à travers cette collaboration que nous pouvons justement gagner le pari de la compétitivité. La Tunisie aujourd'hui est honorée, elle fait partie d'un club, Horizon Europe. Nous sommes de vrais partenaires. Et là, c'est une opportunité qui est très très importante. La Tunisie vient d'y adhérer, et j'invite toutes les entreprises tunisiennes, start-up, étrangères à pouvoir collaborer. Peut-être l'élément sur lequel nous avons fait un grand pas à travers les programmes de mise à niveau, l'accompagnement des entreprises, mais sur lequel nous devons encore travailler, c'est justement comment mieux adapter le financement aux entreprises, comment mieux adapter nos mécanismes aux besoins réels des entreprises et comment davantage faciliter et fluidifier nos procédures. Et c'est là justement les actions sur lesquelles nous basons notre programme de relance économique et nos réformes qui ont été présentées ce matin. Je ne vais pas en revenir, mais pour vous dire, notre principal moteur qui nous anime, c'est comment permettre à nos entreprises privées, publiques, tunisiennes, start-up, étrangères, en partenariat, de pouvoir asseoir leur compétitivité sur une base saine, sur une base durable, sur une base résiliente. Deux axes majeurs sur lesquels, et j'en finis, deux axes majeurs, si aujourd'hui vous posez la question à une entreprise, qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien moi, au quotidien, nous le partageons. Ce qui fait peur, c'est les nouveaux paradigmes que nous avons. C'est justement parler d'une empreinte carbone. C'est justement parler d'une taxe carbone qui est à nos frontières et pour laquelle nous devons nous préparer. Et pour laquelle, même si en Tunisie, on a un taux faible d'émissions de CO2, demain, parce que nous sommes un pays exportateur, eh ben, nous serons confrontés à cette problématique de conformité à des empreintes carbone. Et c'est là également un des axes de notre travail, de notre programme de développement, de notre programme de renforcement de notre production des énergies renouvelables en Tunisie à partir du solaire, mais également à travers un accompagnement dans le cadre de programmes de mise à niveau, de développement, comment accompagner les entreprises pour pouvoir se préparer justement à ces nouvelles, on va dire, nouvelles barrières, nouvelles contraintes qui sont la conformité aux taxes. Le dernier élément, c'est la transformation digitale. Et également là, on travaille d'arrache-pied au niveau du gouvernement avec tous les collègues, mais également au niveau du ministère de l'Industrie à travers des programmes ciblés, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de l'implantation de l'industrie 4.0 à travers des programmes ciblés. Donc tout cela pour vous dire, nous sommes conscients des difficultés, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin de changement de nos mindsets, publics, privés. Notre œuvre est énorme, mais je suis sûre que quand je vois ce beau parterre, on y arrivera. Et merci à vous tous et surtout merci à nos partenaires étrangers qui nous ont fait confiance, qui font confiance au quotidien, qui sont là pour témoigner que la Tunisie est une terre d'accueil, est une terre de partenariat, de développement et de gain. Parce qu'une entreprise qui ne gagne pas n'a pas d'avenir. Merci. Tout à fait, voilà. Merci Madame la Ministre, vous déclinez un peu la stratégie du gouvernement, on attend plus d'implémentation, hein, effectivement, vous avez évoqué donc le plan de relance économique, la stratégie de 2035 pour l'industrie également, parce que nous avons donc un taux de productivité industrielle malheureusement qui est de plus en plus bas, donc on va essayer de pallier à ça. Vous avez évoqué également la question des énergies renouvelables et beaucoup d'annonces ont été faites, notamment avec une autorité de régulation, le lancement de plusieurs projets, donc dans concession, en auto et en autorisation également. On espère que le seuil que vous avez fixé à hauteur, je pense, de 35%. Alors ils ont haussé le taux, hein, donc en 2015, le gouvernement a dit que le mix énergétique en 2030, il sera de
30% de mix énergétique. Eh ben, avec ce gouvernement-là, on a dit que ce taux-là serait de 35%. Voilà, excusez du peu, hein, 35%. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 3,7%. Autant vous dire le challenge donc, qui reste à faire. Voilà, M. Ezid Sefir, donc le directeur pays de l'Agence française de développement, vous soutenez beaucoup d'investissements en Tunisie, c'est votre vocation. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, quelle est la stratégie de l'AFD aujourd'hui pour soutenir donc, les projets innovants, aussi bien publics que privés de l'AFD? Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, parfait, comme ça c'est mieux. Merci Anis pour cette question à laquelle je ne m'attendais pas, mais bon, c'est pas grave, je vais improviser. D'abord, je tenais à remercier les organisateurs du forum, Madame la Ministre, vous l'avez dit, nos amis de la FIPA, évidemment le ministère de l'économie et de la planification, et puis tous les collègues du groupe de la Banque mondiale qui ont travaillé de façon acharnée ces derniers jours pour faire de ce forum une réussite. Un grand merci aussi de m'avoir invité sur ce panel. Alors, je ne suis pas très souvent présent sur des panels et donc en soi m'inviter c'est déjà une démarche innovante. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Est-ce que c'est toi Anis? Est-ce que c'est vous Madame la Ministre? Je crois que Madame la Ministre, je crois que c'est à vous que je le dois Madame la Ministre et voilà, vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'ai l'habitude de parler vrai et de ne pas trop cacher la vérité et donc le fait de m'avoir invité prouve que ce gouvernement est dans une démarche de vérité et je l'apprécie beaucoup depuis les quelques mois où j'ai eu l'occasion d'interagir avec l'ensemble des membres de ce gouvernement. Bon. Voilà, donc je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais été invité sur ce panel. Je me suis dit, bon, c'est peut-être lié au fait que la France, puisque je suis directeur de l'Agence française de développement, la banque publique de développement de l'État français, et vous le savez, la France a fait énormément de progrès en matière d'attractivité, puisque depuis, grâce aux réformes qui ont été menées à partir de 2007, la France a gagné plusieurs rangs et depuis 2019 désormais est le premier pays en matière d'attractivité des investissements sur le continent européen. Et 2021 a été donc la troisième année où la France a pu tenir ce rang. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, plus de 1222 dirigeants d'entreprises étrangères se sont implantés en France. Et donc, en fait, j'ai essayé de réfléchir et de comprendre pourquoi est-ce que la France avait été devenue une terre de compétition. La France est un pays qui est très, très difficile à réformer, ou en tout cas jusqu'à un présent récent, c'était un pays qui était très difficile à réformer. Et c'est peut-être une petite analogie avec la Tunisie, ou une analogie de plus avec la Tunisie. Néanmoins, en 2017, la France a pris deux sets de mesures, deux packages de mesures vraiment significatives. Un premier package qui est un package d'attractivité fiscale avec des mesures très importantes en matière de réduction, baisse des impôts sur la production, baisse des impôts sur le capital, baisse des impôts sur les sociétés et notamment pour les sociétés étrangères. Et ce package d'attractivité fiscale a permis, selon les études qui ont été réalisées, d'être la raison numéro 1 pour laquelle les investisseurs étrangers sont revenus massivement en France. Le deuxième set de mesures qui a fait vraiment beaucoup de bien à l'attractivité de la France, c'est les mesures qui ont eu pour objectif de développer la recherche et le développement. Et vous le savez, Madame la Ministre, évidemment, sans recherche, il n'y a pas innovation. On ne peut pas... Eureka n'existe pas vraiment. C'est vraiment un processus de recherche bien ordonné, bien coordonné et bien implémenté qui mène à la capacité d'innover d'une entreprise ou d'un pays au niveau macro. Et donc, c'est à ce titre que la France a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures, notamment la réforme de ce qu'on appelle en France le crédit impôt recherche, avec des montants qui sont vraiment considérables, puisque grâce à l'augmentation significative de l'effort public en faveur des entreprises privées, parce que là, on parle d'un effort public en faveur de la recherche et développement
et le financement de la recherche et développement des entreprises privées. Et donc aujourd'hui, la France est le premier pays de la région, de la zone OCDE en matière d'appui à la recherche et au développement des entreprises privées. Et donc, en fait, quand vous me demandez ce que fait l'Agence française de développement ici en Tunisie, puisque nous n'opérons pas en France, bien heureusement, nous opérons ici en Tunisie, comme dans 85 autres pays dans le monde. Et l'AFD est présente en Tunisie depuis 1992. Nous fêtons cette année notre 30e anniversaire de présence dans le pays. Sur cette période, Madame la Ministre, vous le savez, nous avons engagé pour un peu plus de 4 milliards d'euros de financement. Un peu plus de 200 projets. 4 milliards d'euros, 30 ans, 200 projets, c'est à peu près les grandes masses de l'intervention du groupe AFD au cours de ces 30 dernières années. C'est un peu contre-intuitif, puisque, vous le savez, l'AFD finance l'État tunisien, les entreprises publiques, et puis a une toute petite activité de financement des organisations de la société civile. Néanmoins, lorsque nous faisons le bilan de nos 30 ans d'intervention en Tunisie, on se rend compte que plus de 700 millions d'euros, un peu plus donc de 2 milliards de dinars, ont été dirigés directement vers le secteur privé. Et ça, c'est très important, Madame la Ministre. C'est-à-dire que ce que fait l'Agence française de développement, à l'instar de d'autres bailleurs, évidemment, c'est soutenir de façon massive les autorités tunisiennes dans leur stratégie, dans leur appui, dans leurs réformes visant à améliorer le fonctionnement du secteur privé. Et je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles il faut faire ça. Le vice-président de la Banque mondiale et puis d'autres panélistes brillants l'ont fait ce matin et ils l'ont fait bien mieux que je ne pourrais le faire. Et donc, côté Agence française de développement en Tunisie, nous faisons, je ne vais pas faire le catalogue de tout ce qu'on fait à Nice, rassure-toi, parce que c'est plus sur l'innovation. Hein, donc, tout à fait. La question, c'est sur l'innovation. Alors, en matière d'innovation, je reviendrai ensuite sur la question de l'appui à l'écosystème start-up qui me semble essentiel. Mais d'abord, ce que nous faisons, c'est en premier lieu appuyer les entreprises publiques tunisiennes et l'État dans sa démarche d'innovation. Comment nous le faisons? Nous le faisons, et je vais vous donner un exemple concret qui me tient à cœur, et je ne l'ai pas choisi parce que nous avons la ministre de tutelle sur ce panel, mais lundi prochain, nous allons ensemble au siège de la STEG pour une cérémonie de signature de contrat sur un projet qui est très emblématique pour la Tunisie et qui est en fait innovant, puisque c'est la première fois que ça va être fait à l'échelle de la région maghrébine. L'AFD a financé à hauteur de 120 millions d'euros un projet qui s'appelle Smart Grid, hein, donc c'est pour la construction, la mise en place de réseaux intelligents avec pour objectif de placer des compteurs intelligents, des compteurs de gaz, des compteurs d'électricité au sein des entreprises et au sein des foyers sur le sol tunisien. Et l'objectif donc de ce projet, c'est évidemment de pouvoir améliorer le service qu'apporte la STEG à ses end-users, à ses clients, qu'ils soient des consommateurs privés ou bien des entreprises, des PME. Et nous allons toucher dans cette phase pilote un peu plus de... Nous allons réussir à installer 500 000, hein, c'est le chiffre, Madame la Ministre, 500 000 compteurs intelligents en Tunisie. Alors, pourquoi je vous parle de cet exemple? Je vous parle de cet exemple d'abord parce que c'est une vraie démarche d'innovation. Les compteurs intelligents, les smart grids, ça existe depuis longtemps, un peu partout dans le monde. Mais en tout cas, quand on parle d'innovation, ce n'est pas une innovation mondiale. Ce qui nous intéresse, c'est aussi notre capacité à appuyer les autorités dans leur démarche d'innovation locale. C'est très important que la Tunisie puisse se distinguer à l'échelle maghrébine en disant nous sommes le premier pays de la région qui va installer ces compteurs intelligents. Je vous parle aussi de ce projet parce que finalement, à l'issue d'un appel d'offres et d'un processus qui a été un petit peu retardé quand même, il faut l'avouer, majoritairement à cause de la pandémie qui nous a touchés. Néanmoins, nous allons signer, les entreprises vont signer les contrats ce lundi. Quand on voit l'enveloppe initiale qui était dédiée à ce marché était de 113 millions d'euros. Grâce à ce processus, grâce à la communication très proactive qui a été faite par la STEG, par le ministère, vis-à-vis des partenaires
des fournisseurs étrangers, mais aussi de fournisseurs tunisiens. Eh bien, figurez-vous que le montant total du marché va être de 79 millions d'euros. 79 millions d'euros versus 113 prévus initialement. En dépit, une économie importante. Hein. Une économie très importante qui est liée à l'attractivité, parce qu'il y a de l'innovation. Le projet a été très attirant pour les investisseurs étrangers et donc ça a permis vraiment d'être dans cette démarche de partenariat gagnant-gagnant que vous avez mentionné, Madame la Ministre. Et donc, je pense que c'est... Alors, sur cette question, Monsieur Saphir, excusez-moi, hein, parce que je dois agrémenter également mon panel. Bien sûr, finalement. bien sûr, effectivement, sur cette question d'économie d'énergie, nous avons une start-up très, très intéressante qui vient de faire, en début d'année, une levée de fonds de 1,3 million de dollars. On peut applaudir What Now, Melek Atallah, le directeur de développement de What Now, qui nous parlera de cette solution intelligente, effectivement. Et je vous rendrai la parole, Monsieur Ezid, tout à l'heure, hein, bien évidemment, pour continuer ce que vous avez commencé, mais je ne pouvais pas faire passer hein, cette belle histoire de Smart Grid. Melek, bonjour. Merci d'être avec nous. La régie, s'il vous plaît, le micro. Bonjour. Le pupitre. Bonjour, oui, vous m'entendez, parfait. Alors une fierté hein, donc, que des jeunes comme vous soient à la tête donc, de What Now. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt donc, cette levée de fonds et aujourd'hui c'est une solution innovante, c'est une solution qui va de pair avec ce que vient de dire Monsieur Saphir donc, par rapport au Smart Grid, par rapport à l'économie d'énergie. Vous nous présentez un peu cette réussite s'il vous plaît, merci. Absolument. Tout d'abord, Excellence Madame la Ministre, Excellence Messieurs les Ministres, honorables invités. Je suis ravi d'être ici, d'avoir cette opportunité de vous présenter What Now et ce qu'on fait. Voilà, je me présente, moi c'est Melek Atallah, je suis directeur développement de What Now. What Now, c'est une solution intelligente de gestion de l'énergie. Donc effectivement, c'est une solution technologique où on va combiner hardware, un hardware développé en interne, donc des capteurs intelligents, avec du software alimenté par du machine learning et des algorithmes de prédiction. Donc l'idée, en fait, c'est d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de leurs dépenses énergétiques afin de réduire leurs coûts et leur empreinte carbone. Donc effectivement, on a lancé nos activités maintenant en 2018, on a commencé. Et effectivement, on travaille maintenant avec un portefeuille client assez large de plusieurs secteurs, des secteurs stratégiques. On est en train de travailler avec l'aéronautique, l'automobile, les télécommunications, même l'industrie pharmaceutique. Et les cimenteries, absolument, également, oui. Des grands consommateurs énergétiques, effectivement. Et c'est vrai que cette année 2022 a été une année charnière pour nous. Comme vous venez de le dire, effectivement, en début d'année, on a annoncé une levée de fonds de 1,3 million de dollars. Donc effectivement auprès d'investisseurs nationaux et internationaux, en étant effectivement une entité 100% tunisienne. Donc c'est quelque chose qui nous rend... Des applaudissements, ça. Hein. Voilà. On va les applaudir. Hein. Bravo. Merci. On est très fiers de ça. Et effectivement, pour nous, 2022, ça sera effectivement une année d'expansion, une année d'internationalisation. Et d'ailleurs, on est également très heureux d'avoir déployé, là, il y a maintenant juste quelques semaines, un grand projet, un projet d'envergure à l'extérieur de la Tunisie, donc grâce au merveilleux travail de notre équipe. Effectivement, le secteur dans lequel on est en train d'évoluer, donc le secteur de l'énergie, le secteur de la décarbonisation, c'est un secteur aussi important qu'essentiel et qui mérite un travail qui doit se faire la main dans la main avec les autorités. C'est un travail de coopération public-privé. Et d'ailleurs, je salue le travail du ministère, je salue également le travail de l'ANME qui est en train de mettre en place depuis maintenant plusieurs années des travaux qui vont en ce sens et qui est en train de fixer des objectifs forts pour effectivement atteindre les objectifs de préservation de l'environnement internationaux. Effectivement, 2022, pourquoi c'est également une année importante pour nous? Parce qu'on compte effectivement en fin d'année débuter et lancer effectivement notre série A, donc notre prochain tour de table. Un tour de table qui sera également déterminé et influencé fortement par l'évolution du cadre législatif. Et donc je suis heureux quand j'entends et quand j'écoute que c'est un cadre qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. J'entends le Startup Act 2.0 et d'autres changements. Je suis sûr que on est en train de travailler pour mettre en place un cadre
idéal pour attirer les investisseurs internationaux pour effectivement continuer notre développement, quoi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Maître Cartala. Merci, félicitations. Félicitations à vous. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. On attend avec impatience une belle levée de fonds, donc en série A. Alors, Monsieur Saphir, je reviens vers vous. Donc, moi, je tiens à mes promesses, effectivement. Alors, très brièvement, pour terminer sur donc, les projets les plus innovants que l'AFD est en train de soutenir en Tunisie. Et puis, je voudrais effectivement solliciter Madame la Ministre sur cette question très importante donc, de crédit, impôt, recherche. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir dupliquer un peu donc cette, on va pas dire du mimétisme, mais peut-être faire ça à la tunisienne également. Monsieur Elside. Oui, très rapidement. Je pense que j'ai été déjà trop long dans mon propos initial. Donc, assez rapidement, moi, j'ai parlé d'un projet innovant, un exemple de ce qu'on peut faire avec les entreprises publiques, mais nous dupliquons ça de la même façon avec la SONED pour laquelle nous avons financé un système d'information géographique, et puis nous le faisons dans d'autres cadres avec d'autres entreprises publiques. Sachez que nous travaillons également à Nice avec le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication, puisque Monsieur le ministre a confirmer la stratégie tunisienne du numérique à horizon 2025 récemment, et donc à travers un certain nombre d'outils financiers, nous allons appuyer l'élaboration, le déploiement, l'implémentation de cette stratégie sur 3 des axes principaux qui ont été annoncés. Voilà. Ensuite, moi, ce que je peut-être, puisque vous avez parlé de Startup Act, moi, à l'époque, c'était, je crois, en avril 2018 que la loi du Startup Act a été promulguée. J'étais au Maroc, j'étais directeur pour la région Afrique du Nord de notre filiale Proparco qui finance le secteur privé. Et je peux vous dire que ce Startup Act a fait l'effet d'une bombe au Maroc où nos partenaires à l'époque avaient trouvé que la Tunisie avait fait un pas énorme en matière de cadre législatif, une législation telle que le Startup Act au niveau de la région Middle East, enfin plutôt North Africa ou même sur l'ensemble du continent africain était quelque chose d'assez révolutionnaire, et je pense que collectivement les Tunisiens et les Tunisiennes doivent se féliciter de ce Startup Act de 2018 qui facilite grandement l'accès au financement des startups. Mais effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin. La Tunisie doit rester leader en la matière. La Tunisie doit se lancer dans ce Startup Act 2.0. Côté AFD, avec notre filiale Proparco, avec notre filiale Expertise France, nous avons depuis 5 ans décidé d'investir cet écosystème start-up à travers un partenariat stratégique avec la Caisse des dépôts et de consignation tunisienne. Il nous fallait un partenaire. Nous avons été sollicités par la CDC tunisienne qui avait une vraie ambition à la matière, une vraie stratégie. Et donc nous avons depuis un peu moins de 4 ans désormais financé plus de 400 startups, accompagné plus de 1400 startups, et voilà, nous l'avons fait dans un premier cadre, dans un projet qui s'appelle En Lien, qui était assez généraliste, et depuis maintenant 1 an, nous avons lancé un nouvel appel à projet qui s'appelle FAST et qui est dédié au financement des startups dirigées par des femmes dans les régions. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier, les startups sont souvent, ou en tout cas celles qui sont soutenues par les bailleurs de fonds, sont souvent sur la zone côtière, sont souvent dirigées par des hommes. Je n'ai rien contre les hommes, mais en tout cas, nous avons décidé d'aller appuyer des startups dirigées par des femmes et qui sont plutôt dans les régions du nord, de l'intérieur du pays. Et là, nous allons déployer 15 millions de dinars au cours des 3 prochaines années. Merci beaucoup, Monsieur Saphir. Alors, Madame la Ministre, justement, très brièvement, avant de céder la parole à Madame Lamia Fourati, sur la question donc très intéressante de crédit impôt recherche. Aujourd'hui, c'est une trouvaille très très intéressante. La France bénéficie beaucoup donc, de cette exonération-là, si un travail de recherche et développement est effectué dans la zone Europe, je dirais. Est-ce qu'on peut voir, et nous travaillons énormément avec l'Europe, avec d'autres, donc nous exportons beaucoup. Tout à l'heure, Madame Fourati nous parlera du potentiel énorme donc, des sociétés automotives, donc, puisqu'elle représente, entre autres, donc, la Tunisian Automotive Association. Aujourd'hui, pouvons-nous espérer un corpus juridique déployé par le gouvernement pour essayer, effectivement, d'aller dans ce sens-là?
Absolument. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que nous partons un peu des expériences réussies en matière de rétrospective où nous essayons de préparer l'avenir sur des bases. Et d'ailleurs, dans la loi de finances, il y a eu un premier apport sur les crédits impôt recherche, mais c'était des montants, on va dire, très limités. Et aujourd'hui, on a dans notre stratégie le développement du nearshoring. Et je pense sur cet aspect-là, et d'ailleurs, on a commencé à discuter un peu avec les collègues pour voir justement comment la Tunisie pourrait bénéficier de différents instruments en matière. Comme on l'a dit, on se positionne non seulement sur des développements de partenariats industriels, mais également en matière de recherche-développement. Et je sais que sur beaucoup de, on aura tout à l'heure des témoignages, sur beaucoup de cas, des entreprises de renommée internationale se sont implantées en Tunisie pour la production industrielle, mais très rapidement après, ils ont intégré l'aspect recherche et développement. Et je pense, parmi la panoplie de mesures sur lesquelles urgemment nous devons travailler, c'est de travailler sur l'aspect crédit recherche impôt dans une logique de pouvoir permettre aux entreprises européennes, quand elles s'implantent en Tunisie, pour françaises, allemandes, etc., pour la recherche-développement, pouvoir justement bénéficier de ces crédits, ce qui va booster l'implantation d'axes de recherche, de laboratoires et de développement dans notre pays. C'est un axe sur lequel nous allons réellement travailler parce que c'est ce qui aussi va compléter un peu toute la panoplie d'instruments que nous avons. Et puis vous avez, je suppose, l'appui de l'AFD aussi, Monsieur Safir, hein, sur cette question bien particulièrement. Voilà, nous avons donc conclu une affaire aujourd'hui, hein, ça c'est bien. Voilà. Alors, pour passer donc de l'institutionnel au secteur privé, c'est très important aussi de parler de réussite de secteur privé. Nous avons deux réussites dans l'industrie, des entreprises, des fleurons, on va dire, de l'industrie tunisienne, avec donc des approches de recherche et développement, bien évidemment OneTech, hein, représentée aujourd'hui par Madame Lamia Fourati, qui est directrice donc, de stratégie au sein de OneTech. Elle était également membre du bureau exécutif de la Tunisian Automotive Association. Et à ce titre-là, on va vous poser la question aussi bien sur la Tunisian Automotive Association que sur OneTech. Et puis Actia également, beaucoup de recherche et de développement. On va voir, vous allez entendre tout à l'heure, si vous ne connaissez pas ce que fait Actia, franchement, c'est féerique. Hein. J'utilise un peu ce mot-là, c'est féerique ce que fait Actia au niveau donc, de recherche et de développement et au niveau de l'intégration de chaînes de valeur qui deviennent de plus en plus, je dirais, demanderesses de savoir, d'innovation pour plus de compétitivité. Alors, je commencerai avec Madame Lamia Fourati. Aujourd'hui, il y a un potentiel énorme au niveau du secteur de l'automotive. 280 entreprises, des centaines de milliers d'emplois, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Aujourd'hui, un potentiel énorme qui requiert de plus en plus l'intégration de solutions de recherche et de développement parce que la transformation digitale avec l'IoT, donc avec la 5G, est en train de changer énormément vos donneurs d'ordre. Merci Enis. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci Madame la Ministre. Effectivement, donc, je vais parler là du secteur automobile. Donc, il est mal connu en Tunisie, le secteur automobile, l'industrie du secteur du composant. Comme tu as bien dit, Enis, donc ça représente à peu près 280 entreprises, 3 billions d'euros de turnover à l'export totalement, 100 000 emplois à peu près et beaucoup de valeur ajoutée. Et à peu près, je pense que ça représente 14% à peu près des exports tunisiennes, ce qui est assez considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur très résilient, c'est-à-dire que nous, on prend toujours l'exemple que pendant le Covid, on s'est arrêté 2 semaines. Toutes les entreprises du secteur se sont arrêtées uniquement 2 semaines. Juste le temps de se restructurer avec les autorisations, etc. Donc, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Et ça, c'est très important.
le secteur automobile passe par une nouvelle phase aujourd'hui qui est très importante et que la Tunisie ne doit pas rater. C'est vraiment un tournant important que la Tunisie ne doit pas rater. Monsieur Loumi en a parlé tout à l'heure, en fait un peu, avec l'avènement de la voiture connectée, la voiture autonome, la voiture qui se développe et qui devient plus du software que vraiment une voiture, la voiture électrique. Aujourd'hui, il va y avoir plus de développement et d'innovation sur les 5 prochaines années que ce qu'il y en a eu sur les 50 dernières années. Et donc là, on a vraiment un positionnement à prendre très rapidement parce que les investissements sont colossaux et que les donneurs d'ordre et les équipementiers internationaux aujourd'hui cherchent à avoir un soutien par rapport à l'innovation et par rapport au développement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième aussi important axe qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on est en train de, là, depuis 2 ans, pratiquement vraiment depuis 1 an, parce que l'économie, elle commence à se réveiller un peu, à une régionalisation de la supply chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, avec le Covid, les équipementiers se sont rendus compte d'une énorme exposition par rapport à l'Asie, qui a mis en risque leur risque technologique, qui a mis en risque la supply chain. On a vu que les transports aujourd'hui ont énormément augmenté, ce qui ne facilite pas les choses, avec aussi un manquement même de conteneurs ou même de transport. Donc, il y a vraiment une masse et une volonté de régionaliser par rapport à la supply chain, avec en plus l'Union européenne qui a pris acte par rapport à ça, par exemple, et qui ont voté le European Chip Act, qui est tout investissement en semi-conducteurs sera subventionné par l'Union européenne. Ça veut dire quoi? C'est l'impact pour nous, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir une réindustrialisation, surtout sur la partie électronique, électromécanique, etc., en Europe, et où vraiment la partie tunisienne et la région vraiment pourrait capturer beaucoup d'investissements ou alors, au minimum, un flux, en tout cas, de business. Donc, ces deux opportunités mises côte à côte font que la Tunisie, aujourd'hui, a un énorme potentiel et une énorme opportunité à capturer. Alors, comment on peut la capturer? Très simplement. Aujourd'hui, nous avons un avantage compétitif certain qui est les ressources humaines. Mais quand je dis ressources humaines, je brasse large, c'est-à-dire que de l'opérateur au middle management, au management, particularité très tunisienne, c'est que par exemple, la plupart, les 90% des sociétés étrangères qui sont installées, tout leur management est tunisien. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas dans d'autres pays limitrophes que je ne citerai pas. Donc, comme le Maroc ? Par exemple. Ah bah, par exemple. Bon, on en parle parce que c'est quand même un concurrent, mais en fait, donc ça, c'est une richesse vraiment tunisienne. L'autre richesse tunisienne, on a vraiment une industrie tunisienne qui, vous avez cité à 2 ou 3 reprises 1972, mais on a une vraie industrie tunisienne qui est là depuis 1972. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi une culture industrielle, un mindset industriel, une adaptation aux standards internationaux, à l'excellence opérationnelle, etc., qui vraiment est un avantage compétitif dont il faut vraiment tirer profit. Et depuis quelques années, on voit se profiler un nouvel élan qu'on appellerait innovation, qu'on appelle nos jeunes startups sont vraiment magnifiques ici et on est vraiment très fiers de les avoir. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas pour peu qu'on est aussi le premier pays nord-africain dans le Innovation Competitive Index. Donc, c'est aussi un vrai label. Et donc, il y a une vraie volonté d'innovation. Il y a des magnifiques initiatives. Il y a de belles entreprises. Il y a aussi même les entreprises du secteur automobile qui ont des départements de développement et d'innovation qui sont déportés
ici, c'est-à-dire qu'une partie de leur département développement worldwide est ici parce qu'ils développent pour certaines choses. On va parler d'Actia et Acting Cube, donc leur incubateur, donc le premier du genre. Tout à l'heure, Walid Rouis nous parlera de cette innovation très très intéressante, hein, finalement, oui. Juste pour essayer de complémenter peut-être ce que vous êtes en train de dire, et peut-être, Madame Fouretti, également de dire par rapport à OneTech, j'essaie de faire la jonction avec, cette industrie donc, des composantes automobiles. Vous avez parlé de défis. Vous avez parlé de défis de financement, vous avez parlé de défis également de transfert technologique. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une approche disruptive. Hein. Donc on est en train, dans la rupture carrément, la technologie qui se fait aujourd'hui, c'est peut-être pas la technologie qui se fera demain, et ça demande énormément de moyens, ça demande énormément de moyens financiers, de moyens humains également pour essayer peut-être d'interpeller d'autres connaissances. Nous sommes, je dirais, à l'aune aujourd'hui de the edge of the technology, on va dire. Hein. Donc aujourd'hui, une entreprise innovante, prospère, un fleuron de l'industrie tunisienne, comment fait-elle pour soulever ces défis? Alors, là, je switch sur notre casquette. Donc, alors, bon, OneTech, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'encore une fois, on n'est peut-être pas connu du grand public, on est un groupe industriel dans l'électronique, la mécatronique, le câble. On est fournisseur du secteur automobile et du secteur industriel. On est 4500 personnes, 50% de femmes, quand même. Et on exporte à peu près 300 millions d'euros, c'est à peu près le chiffre d'affaires. On est coté à la Bourse de Tunis. Ça fait 40 ans qu'on est dans l'industrie et aujourd'hui, on est parmi les clients les plus grands tier 1 du secteur automobile comme Valeo, Bosch ou Continental, etc. Et donc, depuis quelques années, donc, OneTech a toujours été un fournisseur de produits, pour ses clients, donc fournisseur de composants électroniques, de modules électroniques en rapport avec les standards internationaux de qualité, etc. Sauf que on n'est pas à l'abri de ces justement changements, etc. Et OneTech a décidé de passer de fournisseur de produits à un fournisseur de solutions et à un fournisseur de technologies même. Et donc, on s'est rapproché, c'est là où on a assuré une première acquisition, en fait, dans le domaine du développement hardware et software. Donc, on s'est rapproché d'une entreprise d'une centaine d'ingénieurs qui font du développement hardware et software. Et donc, l'idée, c'est de passer à devenir un fournisseur de solutions intelligentes, que ce soit à nos clients, que ce soit à nos partenaires, etc. Et là, on est plus allé au-delà, on commence même à innover et à vraiment développer des solutions qui sont propres à nous. Et donc ça, c'est vraiment pour ne pas rester dans la situation d'être un simple sous-traitant, mais qu'on soit vraiment une entité et un fournisseur de technologies qui puisse d'abord prétendre à de la valeur, deuxièmement, qui puisse prétendre à être un vrai acteur sur le marché et de nous différencier. Et donc le troisième pas est celui de l'internationalisation. Bon, on est déjà installé au Maroc, mais ce n'est pas assez. Donc pour des multinationales comme il faut vraiment suivre les clients. Et là vraiment c'est là où on a besoin d'un soutien aussi du gouvernement, etc. pour faciliter cette industrialisation de l'entreprise, internationalisation de l'entreprise tunisienne, voilà, qui ne peut plus vivre confiné dans un pays, même que à partir de ce pays, on délivre 50 autres pays, mais ce n'est pas assez. Alors justement, en parlant d'automotive, en parlant de voitures, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous un constructeur tunisien, donc présent en Tunisie depuis 2006. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Zied Giga Waliskar. Bonjour Zied. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'invitation, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Alors peut-être pour commencer votre témoignage, la réussite de Waliskar, si je vous pose une question, peut-être que l'assistance ne connaît pas l'histoire. Wallis et Futuna, ça vous dit quelque chose? Alors le nom de Wallis vient d'une île qui s'appelle Wallis et Futuna.
c'est une petite île française dans l'océan Pacifique où j'ai rencontré un ancien constructeur français, j'avais 25 ans, qui s'appelle René Bosch et qui était fabricant automobile. Parce que, bien sûr, on n'imagine pas être fabricant automobile, c'est pas intuitif. Et lorsque j'ai commencé à parler avec cet homme qui avait 75 ans en 2005, et en fait, il m'a appris, il m'a expliqué comment on peut entrer dans l'industrie automobile, être un constructeur, une marque automobile, par l'artisanat. Parce que finalement, tous les industriels, à la base, sont des artisans. Que ce soit une grosse industrie ou une petite industrie, nous sommes tous des artisans. On façonne la matière pour en sortir un produit. Wallis, le grand défi de Wallis, vous avez parlé de la loi de 72, Madame la Ministre, lors de sa création et pendant les 10 premières années, on était 100% exportateur. Parce qu'en fait, le cadre législatif n'existait pas, c'était une première, et donc c'était un challenge. Donc on nous a gentiment conseillé d'exporter nos véhicules en France, même si, enfin en France, en Europe, mais c'était un défi très positif pour nous parce que ça nous a appris en fait à faire un véhicule tunisien, certes, fabriqué en Tunisie, châssis, carrosserie, etc., un taux d'intégration de plus de 45% pour le premier modèle, mais aussi à nous positionner par rapport à ces géants, parce que vous savez très bien qu'un petit constructeur a un chiffre d'affaires aussi grand que le PIB que notre pays. Et pour moi, c'était un challenge parce qu'on a créé Wallis avec passion. Ce n'était pas un défi, ce n'était pas un business plan, c'était une passion automobile, une passion de mon pays aussi. J'ai étudié à l'étranger, mais je voulais réaliser quelque chose en Tunisie. Donc, actuellement, Wallis, bon, on est une centaine d'employés, un peu moins de 100. On a réussi à se développer, certes, à se positionner. Plusieurs modèles aussi. Plusieurs modèles. Pendant longtemps, on a fait un modèle de niche, qui sont des véhicules faits à la main, capacité de production de seulement 500 voitures, mais c'est l'étape la plus difficile parce que vous parlez de B2B, il y a un grand écosystème tunisien, mais en B2B, pas B2C, c'est-à-dire que ce ne sont pas des marques grand public, c'est-à-dire on peut faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est dommage que le citoyen lambda ne nous connaisse pas. Et en fait, les marques automobiles sont aussi des porte-drapeaux de l'industrie en fait, des composants. Donc le challenge actuellement de Wallis, c'est de ne pas rester dans sa petite île encore. Wallis et Futuna, c'est une île, mais nous, on est dans une petite île. On a créé notre petit écosystème, pour ne pas dire notre microcosme, avec nos fournisseurs. On leur a appris à fabriquer des châssis. Pour le câblage, on ne travaille pas avec les plus gros, bien sûr. On travaille avec des artisans du câblage parce qu'on commande 200, 300, 500 faisceaux. Alors justement, Zied, puisque le temps nous devance, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Wallis de faire 1000 voitures, 1500 voitures, 2000 voitures? Je rêve avec vous. Alors, il y a deux choses. Wallis, nous, même si on est passionné, le but aussi d'une entreprise, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est de gagner de l'argent ou au moins de ne pas en perdre pour continuer à se développer parce que 70% de notre budget, c'est de la recherche et de développement. Pas forcément pour l'intelligence artificielle, mais pour les carrosseries, les matériaux, les fluides, etc. Il y a énormément de domaines dans l'automobile, les homologations notamment, etc. Les tests, les crash tests, etc. Ça coûte très cher et c'est du développement. Nous, on s'est développé vraiment en B2C. Ce n'était pas un projet, on va dire, étatique. Ce qui nous manque maintenant, qu'on a développé notre gamme, c'est-à-dire on a une gamme grand public, si on avait par exemple, comme aux États-Unis, l'État en fait peut encourager les entreprises sans être actionnaire et sans les financer, simplement en étant le client de ces entreprises, sans augmenter son budget bien sûr, puisqu'on doit acheter des voitures. Donc autant encourager les marques locales avec des commandes publiques qui nous permettent d'avoir de la visibilité et qui nous permettent aussi de nous adapter, c'est-à-dire n'importe quelle industrie, lorsqu'elle a des commandes publiques pas garanties, mais quasi garanties, ça nous donne de la perspective et ça nous augmente, bien sûr, ça nous permet d'avoir une stabilité. Mais malgré ça, on a fait une levée de fonds il y a 2 ans avec Equity Capital, qui est la filiale de Kia, qui est Kuwait Investment Authority, qui nous ont aidés justement à élargir la gamme. Donc après élargir la gamme de véhicules, qui est un défi en soi, parce qu'on doit respecter les normes européennes, parce qu'on doit bien se positionner,
Maintenant, localement, on doit aussi se développer davantage. Et aussi, pour conclure, le cadre législatif tunisien ne permet pas aujourd'hui l'émergence, on va dire, de constructeurs VP, c'est-à-dire véhicules particuliers, à cause de la fiscalité en fait qui a été pensée dans les années 90, où il n'y avait pas la fiscalité, c'est-à-dire la loi de finances, où il n'y avait pas de constructeur local VP, mais que des véhicules utilitaires. Corrigez-moi si je me trompe. Aujourd'hui, il n'y a pas une fiscalité incitative pour Wallis-Car en tant que produit national. Alors, vous êtes dans une intégration de 45%. Oui, c'est pas rien, hein, donc c'est important. Oui. Il n'y a pas d'incitation. Alors, en amont, si on fait que des véhicules utilitaires, oui, avec l'article 14 notamment, etc. Mais si on veut se développer vraiment dans une marque, sur le territoire avec des véhicules particuliers, actuellement, il y a des manques. C'est pour ça aussi ça freine un peu le développement local. Mais on doit être ambitieux et penser à l'export, notamment avec nos futurs modèles électriques. Merci beaucoup. Merci, on peut applaudir Ziedgiga Wallis-Car. Et bien évidemment, oui, Madame la Ministre. Alors sur cette question-là, j'attendrai que vous fassiez commande d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de voitures. Hein, donc, j'espère qu'il n'y a pas de constructeurs parmi nous. Donc, hein. Non, je ne peux pas ne pas rebondir parce qu'effectivement, Zied a touché du doigt l'importance de faire évoluer nos textes législatifs et nos textes réglementaires pour qu'ils allient les processus de développement que nous avons. Et il le sait très bien, nous sommes actuellement au niveau du gouvernement en train de travailler justement sur ce dossier. Un premier conseil a été fait. Nous devons en avoir un autre, mais l'objectif, c'est justement d'aller dans le sens de faire valoriser une certaine intégration, mais également de pouvoir attirer et nationaux et étrangers pour justement une production plus, on va dire, avec plus d'intégration locale, des marques tunisiennes, des marques étrangères, il n'y a pas de problème, mais de pouvoir réellement donner la possibilité aux entreprises qui aient le plus fort potentiel d'intégration de pouvoir bénéficier de d'un certain avantage comparatif et compétitif. Mais également, nous travaillons aussi sur un axe, et les textes sont actuellement prêts, donc nous devons prendre le processus, c'est comment favoriser les achats publics d'innovation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va donner un plus. Les textes sont prêts et j'espère dans les prochaines semaines, on aura de belles annonces à faire dans ce sens-là. Merci. Merci Madame la Ministre de rebondir et de nous donner donc de l'espoir avec ce qui va être annoncé. Nous l'attendons. Siwalid Ruiz, alors on applaudit Siwalid Ruiz également. Donc, une fierté pour nous, top management de Actia Engineering. Donc, Siwalid Ruiz, je voudrais m'attarder avec vous sur la question de la recherche et du développement parce que c'est le cœur de métier. Vous êtes également une entreprise qui travaille dans le domaine des composants automobiles et vous êtes en train de faire des extensions. Tout à l'heure, Madame la Ministre a parlé des extensions. Malheureusement, on déplore l'absence d'IDE, donc c'est toujours de l'extension en Tunisie. Il faudrait peut-être pallier à ça, Madame la Ministre, pour faire intervenir des investissements. Donc oui, effectivement, c'est la promotion, mais c'est le constat également qu'on fait de l'extension et non pas de nouvelles, donc nouveaux IDE. Alors, Siwalid Ruiz, aujourd'hui, Actia, sur le segment recherche et de développement, comment est-elle en train de se développer? Comment est-elle en train, je dirais, de pénétrer cette chaîne de valeur mondiale qui est en train de changer? Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Très honoré de faire partie de ce panel de qualité. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Donc Walid Ruiz, je suis le directeur général de 2 filiales du groupe Actia, donc Actia Engineering Service et Actia Africa. Donc, et je suis également membre de l'exécutif du groupe Actia. Le groupe Actia, on ne communique pas beaucoup, donc je pense que ce n'est pas un groupe qui est très connu, mais on agit. J'ai l'impression que les sociétés qui gagnent le plus d'argent, ce sont celles qui communiquent le moins. Hein, donc, j'ai rien dit par rapport aux autres. Hein, voilà. OK. Donc, Actia Group, pour ceux qui ne connaissent pas... Parce que tout à l'heure, les Fourette... Pour gagner de l'argent, ça dépend des années. En fait. Donc, Actia Group, c'est un groupe international. Le siège social est basé à Toulouse. C'est un groupe qui est coté en bourse en France. À peu près un demi-milliard d'euros par an de chiffre d'affaires, 3800 personnes dans le monde. C'est un groupe qui est présent dans 16 pays au travers de 28 filiales.
Le groupe est équipementier automobile de premier rang, donc on fournit des marques premium comme Volvo, Jaguar, Land Rover et d'autres. Donc en Tunisie, l'expérience a démarré en 97, donc 25 ans. La première implantation a été une unité de production électronique. Nous sommes spécialistes de l'électronique automobile, donc premier rang. Une première implantation qui a la destination assez classique de la Tunisie, donc une usine de production. Aujourd'hui, dans cette usine, on produit pratiquement 5 millions de systèmes électroniques par an, l'équivalent de 5 millions de véhicules qui partent exportés directement de Tunis. Donc l'usine est à la Chargui, à côté de l'aéroport, qui partent pratiquement dans les différents pays où nous distribuons nos produits. Nos produits sont présents sur 140 pays dans le monde. En Tunisie, au total, nous sommes aujourd'hui 1500 personnes. Donc 1500 personnes, ce qui représente à peu près le tiers de l'effectif du groupe. On a un tiers de l'effectif en France, un tiers de l'effectif en Tunisie et un tiers de l'effectif sur les 14 autres pays où le groupe est présent. En termes de qualité, M. Ruiz, vous avez combien d'ingénieurs? C'est important aussi peut-être. Tout à fait. Donc ce que je disais, 97, on a démarré avec des usines. 2005, on a créé, sur impulsion des pouvoirs publics, on a créé notre premier centre de recherche et développement, 5 personnes, 5 ingénieurs en 2005. Aujourd'hui, nous sommes 650 ingénieurs sur les 1500 personnes. Et 2025, on prévoit une égalité. Je dirais, on va avoir autant de collaborateurs, d'employés ouvriers que d'ingénieurs. Donc, la destination tunisienne sera 50% production et 50% ingénierie. Vous dites en 2025, est-ce que nous avons le potentiel d'engager autant d'ingénieurs en Tunisie avec ce qui se passe? Alors je ne voudrais pas peut-être me disperser par rapport à la question, mais 2025 c'est demain. Oui, absolument. Donc c'est vraiment une chance d'avoir choisi la Tunisie, je dirais, en 2005. Aujourd'hui, il faut savoir que le monde automobile, Lamia l'a précisé, mais le monde automobile est vraiment en train de vivre une transformation digitale. C'est un métier qui est un métier de mécanique, d'excellence, hein, l'automobile, mais aujourd'hui on parle de véhicules, de software-defined véhicules. Donc la différenciation sur les marques se fera par le software. On voit toutes les stratégies des gros constructeurs automobiles s'alignent sur ce... Et c'est un fait, aujourd'hui on le voit, nous, notre action, je dirais aujourd'hui dans la valeur ajoutée sur nos produits, la partie logicielle devient prédominante. Et la chance en Tunisie, c'est d'avoir la disponibilité de ces talents. D'abord, ils sont de bon niveau, donc je dirais, on a les benchmarks sur les 16 pays de présence. Aujourd'hui, les ingénieurs tunisiens sont bien formés, sont à un niveau vraiment international. Et bon, le revers de la médaille, c'est qu'ils sont très demandés à l'étranger, mais il y a une bonne partie qui reste en Tunisie, qui nous aide à développer et avancer. Il faut savoir que sur le premier semestre de cette année, on a recruté l'équivalent de 180 ingénieurs, bien sûr recrutés, intégrés dans nos équipes et lancer les projets associés. On a une extension qui est prévue sur Sfax. Aujourd'hui, nos 4 sites sont basés sur Tunis. On a acheté un terrain et on a une extension qui est prévue sur Sfax. Donc on a déjà lancé une équipe, on a une quarantaine de personnes. Ça va être à peu près 80 personnes à fin d'année et 250 personnes à horizon 3 ans. Voilà, la route est tracée. Aujourd'hui, il y a une disponibilité de talents. Ces talents, je dirais, ça tombe bien parce que c'est vraiment, on est sur une transformation digitale dans le domaine automobile et il faut des forces vives, de très bon niveau et on les a ici. Alors justement, je voudrais effectivement vous poser la question par rapport à la dimension RD que vous avez au sein. Parce que 650 ingénieurs, c'est effectivement donc une boîte à créer des solutions finalement. Hein. Donc c'est une boîte, je dirais, c'est je ne sais pas si ça se dit, mais c'est du taylorisme, je dirais un peu. Voilà, c'est une oxymore. Hein. C'est une oxymore. Voilà, utiliser Taylor, mais effectivement, ce sont des solutions. Alors aujourd'hui, vous êtes en relation avec des technoparcs, vous êtes en relation avec des clusters. Vous avez développé la première solution innovante, donc un incubateur. Et là, c'est un incubateur dans le genre développement produit, effectivement. Hein, ce n'est pas un incubateur de start-up. Voilà, on essaie de prendre en main quelques start-up et quelques solutions. Aujourd'hui, vous êtes pleinement
dans la R&D, vous êtes pleinement dans la recherche associée donc, aux solutions, si vous voulez, de Ruiz. Si vous nous fassiez, enfin, si vous pouvez nous faire un peu donc, le diagnostic de ce que vous êtes en train de faire. Okay. Alors donc, en fait, on a démarré en 2005 sur des opérations d'ingénierie qui peuvent être assez simples. Aujourd'hui, il y a un niveau de maturité qui a été atteint au niveau des équipes. Donc, on a des experts qui sont reconnus, je dirais, à l'international. On a je dirais, du end-to-end, depuis le besoin fonctionnel jusqu'à la livraison des produits en volume pour le compte de constructeurs avec des exigences très fortes en termes de cybersécurité, safety et tout ce qu'on connaît dans le monde automobile. Cette expertise s'est faite dans le temps, hein, donc c'est capitalisé, c'est de l'humain, beaucoup de compétences, il y a aussi de la méthode et des outils. L'idée est partie d'un constat, c'est que bon, un grand groupe comme nous, structuré, parce que l'automobile demande à être structuré, demande des standards qualité et autres, quelque part, ça donne une certaine lourdeur, certaine inertie dans notre quotidien, on va dire. Bon, on est passionné par ce qu'on fait, on fait énormément de choses. Mais voilà, pour gérer le nombre et gérer la diversité, il faut des règles, il faut que ça soit très structuré. Et ça l'est. L'idée est venue en fait de cet écosystème. On a observé, je dirais, sur les 5 dernières années, il y a un écosystème qui est très dynamique en Tunisie, entre start-up innovantes. On en a vu quelques-unes. On en verra d'autres tout à l'heure, école d'ingénieurs, labo de recherche. Et ce qu'on s'était dit, donc avec la maturité qu'on a au sein de l'entreprise, en fait, c'est l'idée, et on connaît la difficulté d'un porteur on a mis, nous, je dirais, 15-20 ans pour atteindre cette maturité-là. Les jeunes entrepreneurs qui démarrent sur une start-up expérience avec un produit, il y a beaucoup plus d'obstacles qu'un développement logiciel classique en fait. Hein. Donc on connaît beaucoup de success stories dans le logiciel, mais dans le développement produit, je dirais, elles sont bien moins nombreuses. Et donc l'idée de base, c'était, avec cette expertise qui est là, avec cet écosystème qui est très dynamique, qui se développe, avec bien sûr quelques incitations comme le Startup Act et autres, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas être plus contributeur, dans notre démarche d'ouverture aussi et de RSE, pourquoi ne pas être plus contributeur à l'écosystème? Et donc on s'est proposé de créer, donc nous sommes le plus grand bureau d'études, je dirais, spécialisé automotive en Tunisie, donc pourquoi ne pas créer un incubateur spécialisé en entreprise, mais spécialisé pour supporter des startups qui portent des produits. Et la spécificité de ces porteurs de projets, c'est que bon, nous, avec nos experts, il y a vraiment un support expert qu'on peut amener. On a un laboratoire à l'intérieur de l'entreprise également qui est accrédité. Il a été le premier en Afrique du Nord dans le domaine de spécialité. Donc voilà, on a tout un système qu'on a créé pour nous-mêmes. Mais l'idée, c'est de faire profiter un petit peu ces jeunes. On a démarré ça l'année dernière. Donc il y a une première cohorte de 6 startups qui va sortir à la fin de cette année. Certaines sont des réussites. Et j'espère qu'on a pu leur amener le nécessaire en termes de support. Et on est en train de préparer la deuxième cohorte. Alors effectivement, pour témoigner également, nous avons parlé longuement du secteur automobile avec Actia et avec OneTech, mais il y a également, nous sommes un pays connu pour l'industrie textile en Tunisie, hein, donc l'industrie textile qui est très très intéressante en Tunisie, et nous avons une success story en la société Mako Confection. Pour donc son témoignage, alors c'est Abdrahman Chtourou et le président directeur général de Mako Confection. C'est une entreprise qui aujourd'hui est arrivée à une telle maturité que c'est elle qui impose les règles du jeu. C'est ça, c'est très très important. Vous avez développé également des solutions que vous êtes en train de vendre à vos donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une situation que beaucoup de ceux qui sont dans le métier textile voudraient donc y parvenir. Vous nous présentez Mako et les solutions que vous êtes en train de faire, sachant que vous êtes ingénieur à la base, que vous enseignez également à l'université et que la recherche et le développement est une composante essentielle de votre entreprise. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bon, la société Mako est une société de confection d'articles techniques destinés 100% à l'exportation. Nous avons un panel de clients très élargi
des clients de toute l'Europe, même de l'Amérique. On fait l'intérieur des valises pour un client de renommée internationale et leader mondial en bagagerie qui est Samsonite. Nous touchons aussi pour le bien-être de l'être humain. Je ne sais pas si la FIPA autorise la publicité. Hein. C'est Abbas Drahmi, où est-ce qu'il est? Donc, on touche tous les domaines, notamment le textile technique, notamment aussi le bien-être, la santé, l'automobile. Tout ce qui est tourisme, nous avons développé dernièrement pour un client un parasol très léger de 1 kg. Nous avons développé aussi pour la police et la protection civile en Europe un pare-vue pour cacher l'accidenté. Donc tout un développement grâce à notre bureau d'études, un bureau qui est dédié spécialement, où il y a 6 ingénieurs qui développent à partir d'une idée d'un client, qui développent tout pour ce client-là. Et notre force est de savoir faire un dossier technique, ce qu'on appelle un technical file, et qu'on le facture aussi. Donc on est passé de la sous-traitance à la co-traitance. Parfait, parfait, c'est très très intéressant. Aujourd'hui, cette maturité fait que c'est vous qui choisissez vos clients, et non pas vos clients qui vous choisissent. Bien sûr. On est arrivé à choisir nos clients grâce aussi les clients du point de vue solvabilité, aussi du point de vue prix. Voilà. Je remercie beaucoup, c'est Abdelrahman Chtourou, merci de témoigner. Merci beaucoup. Voilà, on peut l'applaudir. Hein. Merci infiniment. Alors nous arrivons au thème donc, des startups et nous avons avec nous présent ici donc Iheb Triki. Vous avez entendu parler de Iheb Triki et de Cumulus, cette startup tunisienne qui essaie de transformer l'eau, enfin l'humidité dans l'air en eau potable. Et bien évidemment, je vous demande d'applaudir Iheb Triki. Merci Iheb d'être parmi nous aujourd'hui, c'est très très intéressant. Toute la Tunisie, on a parlé donc de Cumulus il y a une semaine et c'est bien vu de la part de la FIPA que de vous inviter aujourd'hui. Alors cette solution très importante dans un pays qui connaît un stress hydrique énorme hein, et ça ne va pas s'arranger pour les prochaines années et que le bon Dieu nous vienne en aide. Alors quelle est cette solution-là? Quel est le potentiel de cette solution-là? Et que fait réellement aujourd'hui Cumulus pour prospérer davantage? Alors, merci à tout le monde et merci pour l'invitation. Ce qui est bien quand on passe en dernier, c'est qu'on peut rebondir sur beaucoup de choses. Donc, je vais commencer par rebondir sur une chose qui m'a alarmé. Alors, on est incubé chez Walid, chez Actia, et je ne savais pas qu'on allait sortir à la fin de l'année. Donc, on a dit de nos ingénieurs pour qui on doit trouver une place. Merci de nous l'avoir dit. Cumulus, on est une start-up dans le secteur de l'eau. On conçoit, fabrique et opère des machines qui, elles, créent de l'eau potable à partir de l'énergie solaire et de l'air. Le principe est simple, c'est le principe de la rosée du matin. Donc on refroidit l'air qui est filtré, et après on crée de l'eau à partir de là, et après on refiltre à plusieurs reprises, on minéralise, et vous avez de l'eau potable. Mais après, bien sûr, c'est très important de rajouter plusieurs couches technologiques, du remote control, de l'intelligence artificielle, de la capacité de changer les filtres d'une manière assez intelligente aussi. La start-up, elle a été fondée il y a moins d'1 an. Et ceci me rappelle pourquoi on a été invité. Parce qu'au départ, quand la FIPA et quand M. Khaïs, que je remercie, et Mme la ministre nous a invités, je me suis posé la question, pourquoi on appellerait à témoigner une start-up alors qu'on est à côté de Ténor, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars et 4 milliards de dollars. Et c'est là que je me suis rappelé de la définition de start-up. Une start-up, c'est innovation / technologie plus croissance. Ce sont les deux axes. Et rapidité dans la croissance. Et donc nous, hier, on était 2 personnes. Aujourd'hui, on est 14 entre 2 sites, Tunis et Paris. Et demain, on sera une 50aine. Et on vise d'ici 5 ans de fournir de l'eau à 1 million d'Africains. Oui, applaudissements, c'est vrai. Bravo. Et donc, ce qui bouscule l'économie mondiale, ce sont ces start-up-là. Parce que quand on regarde les chiffres, par exemple, Yazid a parlé de 30 ans d'AFD, qui a beaucoup aidé la Tunisie, 4 milliards de dollars.
alors qu'en un an, un pays comme la Suède rapporte en venture capital 6 milliards de dollars. Alors sans dire que l'un est mauvais, l'autre est meilleur, non, ce sont juste des secteurs qui bousculent. Et moi je pense que si on regarde les IDE en Tunisie, en chiffres aussi, on parle de 300 millions, entre 300 disons et 500 millions de dollars d'IDE. Alors qu'un pays comme l'Égypte, il ramène en venture capital un demi-milliard de dollars aussi. Donc c'est pour ça que les startups sont très importantes. Et je réitère mon remerciement de m'avoir invité, pas moi en tant que personne, mais comme représentant, pas représentant, mais comme étant une start-up à ce panel, parce que ça démontre que le gouvernement commence concrètement à intégrer les startups dans l'écosystème. Enfin, il est déjà... Le gouvernement, dans la continuité, il a fait le Startup Act, tout à fait, M. Saphir en a parlé, hein, ça fait des émeules un peu partout, en Afrique et même en Asie, donc du Sud-Ouest. Effectivement, la problématique aujourd'hui reste une problématique de financement, reste une problématique d'accompagnement. On attend également que le fonds ANAVA se mette en place, ça aussi, avec la contribution de la CDC, avec Smart Capital, on essaie quand même donc de faire avancer les choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard à ce niveau-là, mais on espère, Madame la Ministre, également que les choses donc se décompteront très très prochainement. Alors, un autre témoignage de la part de Sishokli Fitouri, qu'on applaudit, c'est le CEO de PM Elcom. Alors, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine des composants électroménagers ayant choisi d'adopter la méthode de gestion japonaise, la méthode Kaizen, effectivement. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est prospère et son CEO va nous en faire la preuve. Marhaba Sifitoui. Merci pour l'invitation. Je suis fier d'être ici et de vous présenter la société PM Elcom. PM Elcom, c'est une abréviation de la société mère qui s'appelle Phoenix Mécano AG. C'est une société suisse basée à Zurich. Elle est cotée aussi aux bourses de Zurich. La société est créée depuis 2006. Et bon, je vais faire bref. Après ce qui s'est passé en 2011, dans la société, bien, le groupe a commencé de décider de délocaliser les sites de la Tunisie vers le Maroc et a réussi quand même à déplacer une partie de la société au Maroc. Et après, donc, mon arrivée, donc on a travaillé sur l'innovation de trouver sur le challenge de trouver une solution d'être plus compétitive pour faire revenir ce qui est délocalisé. Donc la solution était pratiquement de travailler sur l'amélioration continue et réduire les gaspillages afin de maintenir les marges de bénéfices. Et comme ça, on pourrait être plus compétitif et on arrivera peut-être à relocaliser la partie qui est déjà partie au Maroc. Tout ça a été à travers la démarche Kaizen. C'est une démarche japonaise. Qu'on s'est adhéré à un programme de coopération offert par le ministère de l'Industrie et la coopération japonaise, donc le JICA. On a travaillé sur l'élimination des gaspillages dans nos usines. En 2019, on a travaillé depuis 2016 jusqu'à 2019, on a décroché le premier but de fermer le site déjà, qui s'est allé en Maroc et de le faire revenir en Tunisie avec réemploiement de 350 personnes. Donc, mis à part que la société a développé depuis 2011 jusqu'à 2022, en 2011, on était à 620 personnes et maintenant, on compte les 1700 personnes, dont on a une 20% de taux d'encadrement comme ingénieurs et techniciens issus des universités tunisiennes. Donc, on parle plus brièvement que la démarche Kaizen, c'est une démarche qui peut maintenir les investissements faits avec beaucoup
d'ambition, beaucoup des attentes. Et le maintien de ces investissements à travers nos expériences, ça peut se faire à travers la méthode Kaizen, l'amélioration continue, qui ne nécessite pas beaucoup des investissements lourds, mais nécessite un engagement et un savoir-faire qui peut s'être acquis en Tunisie, à travers juste pour abonder dans votre sens, si Fitouri, cette méthode, vous faites partie des 80 entreprises, vous venez de le dire, qui ont bénéficié du projet d'amélioration de la qualité et de la productivité de l'industrie tunisienne. Vous faites partie des 80 entreprises. Et aujourd'hui, on dit qu'en moyenne, vous avez gagné en productivité avec cette méthode en hauteur de 86,5%. Voilà. Excusez du peu, hein. C'est énorme. Voilà, 86% de gains de productivité, c'est-à-dire ça nous a permis de gagner aussi des projets qu'on a pouvoir faire remporter des projets dans nos sites sans faire beaucoup des investissements ou bien de faire appel au groupe d'investir. Ce n'est pas contre l'investissement, mais c'est qu'avec l'idée depuis 2011 sur la perturbation dans le pays, donc l'investissement était de débloquer les investissements de la Suisse vers la Tunisie. Ce n'était pas très facile. Je crois que les collègues peuvent me confirmer ça, mais maintenant il y a aussi la confiance est agrandie que on peut faire autrement et on peut décrocher encore une fois la confiance de pouvoir avancer jusqu'au déblocage des fonds d'investissement qu'on l'attendait en 2022, enfin 23, en 2023. C'est un nouveau client qu'on a déjà acquis et il va investir aussi en Tunisie. Donc les investissements vont agrandir avec une augmentation de à peu près dans les 400 à 500 personnes de plus. Ça mérite des applaudissements, ça. Donc encore une extension très importante. Mais tout ça, c'était grâce à travers la coopération entre le ministère de l'Industrie, que je salue, et la coopération tuniso-japonaise, que ça doit être vraiment encore une fois en Tunisie, parce que Madame la Ministre sait très bien que la situation de la chrétienne en Tunisie. Merci infiniment, Shokri Fitouri, CEO de PM Elcom. Alors, il nous reste 2 témoignages à faire passer. Un vidéo, il devait être avec nous, Karim Gir. Vous connaissez Karim Gir, hein, donc c'est le cofondateur d'InstaDeep, la première, je dirais, peut-être start-up qui arrivera à être une licorne, hein, donc en Tunisie, hein, on espère. Hein. Donc il nous a envoyé, il devait être avec nous, mais il nous a envoyé une vidéo. Alors la régie, j'espère que cette vidéo est présente, de Si Kerim Bgir, cofondateur de InstaDeep, une levée de fonds spectaculaire de 100 millions de dollars qui a été faite il y a à peine 2 mois. Plusieurs mastodontes internationales, Google, la German Ban également, ont fait ce tour de table-là. Et Kerim Gir nous adresse dans cette vidéo 100 témoignages par rapport à l'investissement dans les startups, par rapport à l'investissement donc, en Tunisie. Est-ce que cette vidéo est présente, est prête? Elle est prête? Bonjour. Voilà. Bienvenue à la 20e édition du Tunisia Investment Forum. Je suis Karim Bgir, le cofondateur et PDG d'InstaDeep, et je voulais apporter un témoignage direct de l'attractivité de la Tunisie, et notamment dans le domaine du digital. On parle souvent du fait que la Tunisie recèle énormément de jeunes talents, du cadre fiscal incitatif avec le Startup Act, et je voulais peut-être vous apporter un témoignage direct des conséquences de cet environnement favorable. J'ai cofondé InstaDeep, une société d'intelligence artificielle à Tunis avec Zora Slim en 2014, littéralement avec 2 ordinateurs et 5000 dinars. Aujourd'hui, InstaDeep est un leader dans l'intelligence artificielle en Afrique et dans le monde, avec des collaborations et de l'innovation de premier plan avec des partenaires tels que Google, BioNTech et d'autres grandes sociétés.
Et nous avons aussi annoncé une levée de fonds record de 100 millions de dollars au début de cette année, qui est la plus grande levée de l'histoire de l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, quelque part, mon message, c'est de vous dire qu'il faut croire en l'avenir, il faut investir dans l'avenir, dans le potentiel que recèle le pays, et que quelque part, une transformation digitale de premier plan est en train d'avoir lieu en Tunisie. Je suis personnellement convaincu que le pays a tous les atouts nécessaires pour devenir un leader régional et international en Afrique et dans le monde arabe en ce qui concerne le domaine du digital et de la deep tech, et notamment l'intelligence artificielle. Des événements majeurs vont avoir lieu dans les semaines et les mois à venir. Le pays va annoncer sa feuille de route et sa stratégie nationale d'intelligence artificielle. Nous allons accueillir Deep Learning in Daba, le plus grand événement de l'histoire de l'intelligence artificielle en Afrique et le plus grand dans l'histoire de la Tunisie. Et donc, ce sont ce type d'événements associés à un écosystème très vivant, très actif. Nous voyons de très belles startups émerger en Tunisie, telles que GoMyCode dans le domaine de l'éducation EdTech digitale ou iCompass dans le domaine de l'IA également. Et donc, les choses sont en train d'avancer de manière extrêmement rapide en Tunisie et cela constitue une opportunité de premier plan pour investir. La révolution du futur, l'IA, le digital, c'est une extraordinaire opportunité d'investir dans la Tunisie, dans ses jeunes et son potentiel d'innovation. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons faire de la Tunisie un hub et un site international leader dans les technologies qui vont compter dans le 21e siècle, c'est-à-dire le digital et la deep tech. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite un excellent forum. Voilà, on peut l'applaudir, c'est Karim Beguir. Effectivement, c'est une réussite qui fait preuve également de locomotive donc pour toutes les startups tunisiennes. Alors, le dernier témoignage, je l'ai laissé pour la fin parce qu'il va y avoir une annonce très très importante qui va être faite d'une société très importante. Vous allez découvrir pourquoi je suis en train de parler ainsi. J'invite Emanallah Halayem, le CEO d'Agriland. Voilà, on applaudit. Alors, Agriland, c'est une société de production d'ingrédients naturels qui rentre aujourd'hui dans la fabrication des produits cosmétiques les plus chers, les plus importants également. On a commencé, comme a dit Karim Beguir, c'est peut-être un autre Karim Beguir finalement, et peut-être plus. Donc, on a commencé avec 20 000 dinars, une entreprise avec un capital de 20 000 dinars. Aujourd'hui, il va y avoir une annonce avec des millions de dinars à la clé. 65 millions de dinars. 65 millions de dinars. 70% du capital vient d'être vendu pour donc 65 millions de dinars. Vous allez commencer avec ça. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Donc, c'est pas pour nous vanter que j'ai dit 65 millions, c'est pour encourager les jeunes startups. C'est une réalité finalement, les 65. Ah oui. C'est une cession partielle du capital. Il faut mentionner, comme vous avez expliqué tout à l'heure, qu'on a commencé avec une petite start-up de 20 000 dinars. On produisait des essences aromatiques comme le font les opérateurs en Tunisie. On vendait pour Chanel, Dior et Guerlain l'essence de Niroli et de romarin. Donc on pourrait s'arrêter là à l'époque. Mais en 2014, on s'est dit non, on va lancer un nouveau défi. On va migrer vers le secteur pharmaceutique, nutraceutique, des principes actifs, des ingrédients naturels, à partir de 3 produits phares. La Tunisie est le premier producteur mondial avec le Maroc du romarin. Le romarin, on extrait un additif qui est titré et réglementé à l'échelle internationale. Pour nos homologues, les Marocains, il y a une multinationale française qui est implantée. En Tunisie, on était les premiers à initier ce projet industriel et on va en parler par rapport à ce projet de pènerie avec l'État. Donc, pour mettre en place le système d'extraction, de purification et de concentration de ces principes actifs-là. Le défi était un défi important parce que ça nécessitait un know-how, un savoir-faire et aussi de la patience. Et Madame la Ministre, peut-être je vais évoquer, avant de raconter un peu l'histoire, cette contrainte que peut-être plusieurs start-upers feront face à cette contrainte, c'est trouver un fonds qui finance tout ce qui est immatériel.
tout ce qui est recherche et de l'innovation. Et si aujourd'hui Agriland est devenu l'un des grands opérateurs à l'échelle internationale et nous sommes en concurrence avec des PME asiatiques et européennes, c'est grâce à ce petit fonds d'amorçage et c'est grâce à ce projet de PNRI avec l'État qui nous a permis aujourd'hui d'aboutir à ces résultats. Les banques, les établissements financiers financent tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est équipement, mais ils ne financent jamais tout ce qui est immatériel. Alors que l'immatériel, parfois, il est beaucoup plus important que le matériel. Donc il faut trouver, une solution par rapport à ça. Donc comme je vous disais, on pouvait s'arrêter là, mais en 2014, on a initié ce projet de R&D avec la faculté de pharmacie de Monastir, pharmacologie. Je tiens à vous informer que je suis avocat, mais j'ai abandonné le barreau depuis 10 ans. Je me suis reconverti en chimie, oui. Donc, il y avait la faculté de pharmacie de Monastir, de département pharmacologie. Il y avait une structure de développement, c'était le centre technique de la chimie. Il y avait la tutelle, bien évidemment, du ministère de l'Industrie sur ce projet-là. Et on a commencé à mettre en place ce projet avec un ticket. Je dois citer les tickets parce que c'est très important. C'est très important de mentionner, de parler un peu sur cette contrainte, cette grande contrainte de financement de projets de recherche et de développement. C'est à travers ce ticket de 300 000 dinars attribué par l'État et 150 000 avec un fonds d'investissement qui finançait ce genre d'opération qu'on a mis en place ce projet industriel d'une valeur de 20 millions de dinars, qui était sur 10 étapes. Donc, on a abouti à des résultats grâce à un intérêt particulier. Et le deuxième point, peut-être que je vais évoquer, que vous avez évoqué, Madame la Ministre, c'est ce couplage entre l'université et l'industriel. En fait, il faut réorienter les PFE, les projets de recherche de nos étudiants vers la valorisation industrielle. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire des PFE, de réaliser des PFE qui ne peuvent pas être valorisables à l'échelle industrielle. Et c'est pour cette raison qu'il faut allier l'industriel avec le chercheur et l'université en Tunisie. Et c'est le cas de la multinationale française Naturex, Givaudan Naturex. Donc on a collaboré avec cette multinationale et aujourd'hui c'est cette multinationale qui va acquérir les 60% du capital de la société. Donc cette collaboration, elle est fructueuse. Donc on a commencé avec ce projet de PNRI, on a abouti à ces résultats, on a pu industrialiser ce projet-là sur 10 étapes et après donc, on s'est positionné, bien évidemment j'essaie de raccourcir un peu de toute l'histoire. Et vous êtes également dans une zone de développement régional. Vous êtes dans une zone. Il y a le point qui est très important que je vais évoquer, c'est l'impact de ce projet de recherche sur la collectivité rurale de la région. Parce qu'en Tunisie, je ne vais pas compliquer les choses, c'est un produit forestier, le romarin, l'exploitation, elle est aléatoire, elle est soumise à des adjudications forestières. Grâce aux résultats qu'on a pu aboutir, on a pu convaincre la Banque mondiale parce qu'elle a financé, et le ministère de l'Agriculture et l'administration forestière pour changer les textes de loi. Et vous n'avez aucune idée ce qu'il faut faire pour changer les textes de loi. On a pu mettre en place un nouveau régime. C'est pas Madame la Ministre qui va vous contredire, ça. Non, oui, voilà. C'est toute la difficulté de dire pourquoi les choses ne changent pas. Voilà. Lorsqu'on a valorisé le produit, on a montré le plus-value sur ce produit-là, sur ce produit forestier. Et bien évidemment, tous les clients, les multinationales exigent une pérennité du sourcing et de l'approvisionnement, chose qui n'est pas compatible avec cette exploitation aléatoire. On a mis en place un projet pilote avec la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture et on a réussi les défis avec des contrats de groupement de développement agricole pour 1500 exploitants forestiers. Donc 1500, voilà. Donc on a changé ce mécanisme d'approvisionnement. Après, bien évidemment, juste pour vous donner une idée, aussi, parce que nous devons conclure. Les trois produits sont issus des déchets industriels, c'est-à-dire le romarin, ce sont les drèches de romarin après distillation. Le lycopène, notre produit, c'est un produit de valorisation de pelures de tomates de 34 conserveries de tomates en Tunisie. Le capsaïcine, c'est la valorisation des pelures de piment à partir de la transformation des piments des conserveries tunisiennes. Donc, on est en train de transformer 12 000 tonnes par an de déchets industriels. Et c'est ça la valorisation de... Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir chaleureusement, Menallah Hlayem, pour
toutes ces informations. Alors, avant de terminer, un tour de table très brièvement. Nous sommes déjà en retard, hein. Vous allez déjeuner, bien évidemment, et après, il y aura un panel très important sur le PPP. Nous avons déjà débordé sur le temps. Alors, Madame Lamia Fourati, très brièvement sur le pacte de compétitivité. Aujourd'hui, c'est très important, ce pacte-là. Donc le pacte de compétitivité, merci Enis pour en avoir abordé. En fait, c'est un accord public-privé, disons, qui engage aussi bien le secteur privé que le public, côte à côte d'ailleurs, pour réussir des objectifs de croissance par rapport à l'industrie automobile. Et sur ce pacte-là, en fait, il y a beaucoup d'actions, notamment sur le plan logistique, notamment sur le plan innovation, notamment sur le plan communication, etc., où on met les efforts de part et d'autre, parce que nous, on croit en fait à l'effort conjoint pour réussir un secteur aussi important que l'automobile. Nous, en tant que secteur privé, on connaît les besoins, on connaît l'évolution, etc. Et le gouvernement, de son côté aussi, a les outils et a les actions qu'il faut pour mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, ensemble, on voudrait signer au plus vite ce pacte-là. Comme ça nous engage dans un processus et dans une stratégie commune. C'est très important pour avoir une certaine cohérence des actions, pour avoir une certaine hégémonie des actions qui font qu'on va partir ensemble dans le même sens. Voilà, Monsieur Sefir, l'AFD continuera toujours à soutenir la Tunisie? Bien sûr. C'est l'objectif des partenaires, on est toujours là, et notamment quand les temps sont un peu durs. Moi, je voudrais simplement conclure en écoutant un peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je vois vraiment deux priorités, ou peut-être trois priorités. D'abord, Madame la Ministre, et ça je pense que c'est vraiment sous votre responsabilité, c'est de faire un travail sectoriel et assez fin d'études de la demande mondiale. On a parlé de secteur automobile, on a vu le textile, on a vu la deep tech. Je pense qu'il y a pour la Tunisie un avantage comparatif sur un certain nombre de secteurs, et en croisant la demande mondiale, clairement il y a de quoi attirer ces investisseurs internationaux. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire soutenir, valoriser toutes les initiatives qui concourent à améliorer l'écosystème de recherche et développement en Tunisie, pour permettre notamment aux entreprises étrangères, mais aussi et surtout aux entreprises tunisiennes, d'améliorer leurs capacités en recherche et développement, qui vont concourir à cette innovation, facteur d'attractivité. Et puis peut-être, parce que Karim l'a dit tout à l'heure, c'est très important de travailler sur le capital humain, l'humain, toujours l'humain. Il a évoqué Go My Code, dans laquelle notre filiale ProParco vient d'investir 1 million d'euros. Go My Code et des écoles de coding, des écoles de ce type, sont celles qui vont pouvoir améliorer, continuer de faire progresser le capital humain tunisien pour concourir sur l'échelle mondiale. Merci, Monsieur Safir. Iheb, donc le mot de la fin. Alors, pour moi, très rapidement, mon constat est très positif. Startup Act, il y a le fonds des startups qui s'amorce. Comment aller un peu plus loin maintenant? Je pense que la loi, la réglementation de change doit changer et doit s'améliorer, et doit s'adapter. C'est dommage qu'on ne peut pas faire de grosses levées en Tunisie, en quelque sorte à cause de cette loi-là. Et on peut rentrer dans le détail un autre jour peut-être. Deuxième chose, par rapport à l'humain, beaucoup plus de flexibilité. On voulait recruter un Chinois, par exemple, et la carte de séjour, elle tarde toujours à être là. Donc du coup, il faut rentrer dans le dynamisme, dans le recrutement. Il y a des flux de départ, mais il y a des flux qui veulent rentrer en Tunisie, et il faut libérer ce potentiel-là. Voilà. Walid Ruiz. Alors, on a parlé de difficultés. Je veux dire, des difficultés, moi je peux vous parler sous l'angle de la société présente dans 16 pays. Des difficultés, il y en a partout, en fait, dans tous les pays. Et après, il y a des difficultés mondiales. On l'a vu, Covid. Là, nous, dans l'électronique, on a la crise des composants. Par contre, ce que je peux vous dire, et là c'est réel, en fait, on a toujours livré. En Tunisie, on a toujours livré. En fait, on est à 24 heures de bateau. Nos clients partout en Europe, on a toujours livré, on n'a pas arrêté de livrer. Donc il y a la disponibilité, il y a une transformation mondiale qui va je dirais du prix. Donc c'est d'une économie de prix à une économie de disponibilité. Aujourd'hui, il y a les talents. En Tunisie, on arrive à recruter. On a du mal à recruter en France, on a du mal à recruter aux États-Unis. Donc sur ces deux pays, on a des talents ici en Tunisie qui sont disponibles, de bon niveau,
qui attendent à être engagés sur des projets ambitieux. Donc ça, c'est une réalité que je souhaite partager avec vous. Et après, on l'a vu avec ce dynamisme des startups et de l'écosystème. Là, je veux dire, ça rajeunit sur un groupe qui a 40 ans comme le nôtre et qui est structuré, qui est, je dirais, vieille école dans l'automobile. Ça amène un air nouveau et voilà, une pure de jouvence. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous êtes, voilà, on peut l'applaudir, oui, tout à fait. Vous êtes la présidente de la séance et vous allez devoir donc conclure ce panel avec des notes positives parce qu'il n'y a que du positif réel, sincère qui a émané de ce panel malgré les difficultés, malgré donc je dirais les problèmes qui existent, mais on croise les doigts pour cette Tunisie. Ça ne va pas être facile. Hein. Ça ne va pas être facile parce qu'effectivement, ça confirme que des difficultés, comme vous le dites, il y en a. Des défis, nous les rencontrons au quotidien. Mais notre ambition est grande. Elle est grande parce qu'on voit autant les grandes entreprises que je salue dans cette salle, du Japon et j'en passe, hein, à toute l'Europe, à l'Asie, aux États-Unis, à l'Afrique. Et j'ouvre une parenthèse pour dire également, nous n'avons pas vu cette dimension de partenariat Tunisie, Afrique et autres pays, et qui est très importante et qui est porteuse d'énormément de potentiel. On en parlera à l'occasion de TICAD dans quelques semaines. Mais je dis, et c'est tant mieux, puisque nous le connaissons, nous devons rapidement avancer. Et je pense, sur le court terme, toute l'action gouvernementale est engagée dans cette limite. Mais nous avons une vision, c'est très important. Notre vision, du moins au niveau du secteur économique, elle est claire, elle est tracée. Et c'est ce que je pense, il peut rassurer. Peut rassurer parce que nous intégrons une logique de confiance, de stabilité et de partenariat. Madame Fourati parlait des pactes, je pense que c'est un élément important de dire c'est quoi ce pacte. Elle l'a dit, je le dirai d'une autre manière. Je dirais c'est l'engagement que prend l'État pour accompagner de pair, dans une même direction, la volonté d'un secteur. Et c'est donc ensemble que nous nous engageons dans cette démarche. Nous signerons dans les prochains jours le pacte automobile. Nous avons démarré il y a quelques années avec le pacte textile, qui est aujourd'hui en train d'être réadapté compte tenu de la conjoncture, Covid, etc. Et nous avons plus de 7 pactes, différents secteurs confondus, qui sont dans le pipe et qui seraient signés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un engagement fort de pouvoir avancer, la main dans la main, public, privé, tunisien, étranger. Pour moi, l'important, c'est la réussite, c'est comment avancer sereinement. Également, je voudrais dire que, et c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté pour faire participer les startups, parce que vous voyez, par moment, on rate le coche, allez, comment je vais le dire? Je vais dire, en peut-être changeant quelque chose qui a réussi. Et je parle du PNRI. Et je pense aujourd'hui, quand on voit l'expérience de AgriLink, on voit toute l'importance de pouvoir asseoir des mécanismes tout simples de financement collaboratif qui vont aider à l'enclenchement d'une belle histoire. C'est réellement une belle histoire. Également, vous voyez que tous les secteurs sont porteurs. On nous pose souvent la question, quelle est la meilleure idée? Eh bien, toutes les idées sont bonnes. Vous voyez, on a switché d'un secteur à l'autre. Et tous sont porteurs de beaucoup de bonnes perspectives. Et donc, pour moi, mon vœu, c'est de garder cette belle ambition, parce que notre pays en vaut la peine. Venez investir, vous serez gagnants. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on applaudisse Madame la ministre Neila Nuira Gounji, Madame Lamia Fourati, également vos applaudissements, s'il vous plaît. Hein. Donc, OneTech. Siezid Sefir, directeur pays AFD, Siheb Triki, Cumulus, Siwalid Ruiz, Actia. Je voudrais également qu'on applaudisse tous les témoins, on va dire, qui ont témoigné donc, de leurs success stories. Melek, c'est Abdelrahman, c'est Fitouri, il est où Zied Giga, Amen Allah, également donc Hlaïm, voilà. Donc voilà, c'est Qaïs Mej qui va prendre ça. Après, oui.
Ayatollah Hlayem, voilà, il est où? Ayatollah, c'est des certificats. Ayatollah, il est sorti, paraît-il. Sylvie Touri, oui, voilà. C'est Abdelrahman Chtourou, oui. Voilà, on peut... C'est Abdelrahman Chtourou. Où est la valise? 2 valises. C'est Zied Giga. Il est où Zied? Zied. Simelek Atalla. Voilà. Madame Lamia Fourati. Madame Fourati. Madame Fourati. Oui. Voilà. Monsieur Yazid Sefir. Madame la ministre. Siheb Triki. Iheb, voilà, Cumulus. Siweli Ruiz. Madame la ministre. Madame. Ça, on le laisse pour tout à l'heure. C'est bon? On invite aussi Enis Moray, Madame la ministre, voilà, donc c'est moi.